présenter la communauté des leaders éclairés que tu as. Écoutez, je vais faire ça en quelques mots rapides pour vraiment laisser la place à Thomas Brezard et à vous, Nelly, Denis, Alix, qui avez préparé ce temps-là avec cœur. Peut-être pour ceux qui découvrent ce soir, qui découvrent la communauté des leaders éclairés, qui s'apprête à fêter en fin d'année ses 4 ans d'existence. Donc c'est une association et je dirais que notre engagement qui se veut singulier, il est dans le champ de l'évolution des consciences dans l'entreprise. Hein. On a une forme de croyance fondatrice dans l'association et toutes les actions que l'on mène sont autour de ça. C'est de cette forme de nécessité de faire une part plus grande à notre part spirituelle, à nos élans existentiels, à des nouvelles formes de leadership, et donc d'oser en fait cette part spirituelle dans le champ professionnel, et de le faire aussi à une intersection avec l'engagement sociétal. Donc c'est une forme de spiritualité engagée, d'une spiritualité accessible, d'une spiritualité plurielle. Il n'y a pas de dogme ou de religion dans l'association. Juste l'idée peut-être de se dire que pour relever les défis de notre époque, il faut peut-être que l'on contribue les uns les autres à respiritualiser le monde et respiritualiser aussi du coup la façon dont nous travaillons, dont nous créons de la valeur et dont nous pouvons servir des idéaux et des projets plus vastes que nous. Donc voilà un petit peu notre ADN et qui se matérialise dans un certain nombre d'actions ou de rencontres plutôt, de propositions. Et donc là, vous êtes à une proposition qu'on fait depuis plusieurs années, qu'on avait initiée pendant le confinement, qui est de se regrouper à peu près une fois par trimestre pour vivre ensemble un temps de partage avec un intervenant inspirant, qui paraît Thomas Brezard. Si, tu l'es. Et Bah, vous me direz à la fin. Vous me direz à la fin. c'est ça. Il y a un système de notation à la fin. Donc se rencontrer au travers de webinaires pour être en lien et pour pas simplement nourrir la tête, mais aussi vivre quelque chose, peut-être se relier. C'est vraiment une des choses importantes qui nous paraît nécessaire de cultiver, le lien entre nous. Et puis l'association offre aussi des cercles de leaders, donc ça c'est un engagement d'un ordre un petit peu supérieur, rejoindre des groupes de managers, de dirigeants locaux sur une ville, hein, pour engager cette fois un travail un petit peu plus régulier, sur en général une rencontre par mois. On fait des événements un peu plus ponctuels aussi. Par exemple, la semaine prochaine, il y a une marche du temps profond qui est organisée à Paris par Amélie Rouvin, qui est complète, mais on va voir, c'est la première fois qu'on en fait une, donc si c'est un succès, on verra si on en fait d'autres. Et puis je vous annonce également, peut-être de noter que sur fin d'année, je vous donnerai les dates dans le chat, mais nous avons décidé de faire un événement anniversaire qu'on a appelé le Grand Cercle, et donc qui sera l'anniversaire de nos 4 ans à la fin de l'année, où on se réunira aussi tous ensemble pour vivre encore une fois un temps de partage et d'expérience et d'ouverture. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse entre les mains de Nelly et Denis. Et puis, écoutez, passons ensemble un bon moment et bienvenue encore. Nelly, Denis? Oui, je suis là, je sens que j'ai un problème de visio, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Je ne suis Ici, pas ça va. sûre. Ici, on entend bien. Donc voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir. Là, on est plusieurs membres de la communauté des leaders éclairés actifs de l'association. Donc il y a Denis qui a organisé ce webinaire, là, qui a proposé à Thomas d'intervenir. Axel qui anime avec Martine notamment du mardi matin. Bien sûr aussi Romain, Gilles, qui ont été à l'origine de cette communauté. On est ravis en fait d'être là et de vous accueillir tous. Nous sommes assez nombreux. Donc on va avoir plusieurs temps ce soir. Un temps de présence qui va être proposé par Alix pour vraiment être pleinement dans l'accueil et faire un sas avant d'être pour pouvoir accueillir pleinement Thomas ce soir, ce qu'il va nous partager avec
avec plaisir. Ensuite, donc Thomas, on va voilà, ton vécu sur la perma-entreprise, sur comment c'est né, comment tu le vis, comment ça se passe, voilà, t'écouter. Et puis, nous aurons ensemble des temps en sous-groupe, voilà, pour vous rencontrer les uns les autres, pour vous nourrir mutuellement et voir comment ça résonne, en fait, ce que Thomas va nous partager de son expérience. Et puis, nous aurons à la fin un temps de questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long du webinaire pour commencer aussi à poser vos questions. Et puis, on aura un temps de questions-réponses à la fin. Peut-être que Denis, si tu veux aussi présenter un peu plus voilà, Thomas avant d'avoir le temps de présence offert à Alice. Voilà. Laisse la Oui, parole, Denis. oui, Thomas donc, est cofondateur du groupe Nord6, hein, qui est un groupe de services informatiques, voilà, dont le but est de concevoir avec une préoccupation humaine et éthique des usages du numérique efficaces afin de contribuer à une évolution positive du monde. Et Thomas est également coprésident de Dilab France depuis peu. Et il a porté, il anime en fait ce concept de perma-entreprise qu'il a déployé d'ailleurs au sein de Nord6. Et c'est donc un grand plaisir que on l'accueille ce soir. Et voilà, j'espère que on aura un beau temps ensemble. Denis, je me permets de réagir parce que c'est la première fois qu'on me présente comme le cofondateur de Nord6. Je ne sais pas si être le fils du fondateur, ça vaut cofondateur, mais je ne suis pas cofondateur de Nord6. Je Autant suis pour moi. modeste contributeur, parfois un peu malgré lui, mais surtout, j'y trouve un terrain d'expérimentation de l'engagement sociétal de l'entreprise qui est formidable. Et ça, je le dois beaucoup à 30 ans de dévouement de mon père, à 15 ans d'implication et d'investissement total de notre directrice générale Mathilde, aux côtés de qui je suis au quotidien pour faire évoluer le groupe dans le bon sens. Voilà, c'est important pour moi de le préciser. Merci beaucoup. Là, Alix, je te propose de Oui, nous offrir le temps pour être pleinement présent et pleinement disponible pour ensuite accueillir Thomas et tout ce qu'il va nous partager. Ok, bonsoir, merci pour le passage de relais. Écoutez, moi je suis dans une espèce d'excitation d'écouter Thomas que je ne connais pas. Mais, et du coup, je ne sais pas si l'excitation c'est la meilleure manière d'écouter. Donc je vais vous proposer de redescendre un petit peu. Si vous le souhaitez, vous pouvez éteindre vos caméras, ce petit temps de présence à soi, parce que ça permet d'avoir un peu moins de sollicitation visuelle. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je vais, quant à moi, laisser la caméra allumée, notamment parce que je vais vous inviter à faire un petit geste avec vos mains, donc c'est mieux si vous me voyez quand même. Et je vais vous proposer, j'ai 5 minutes, hein, c'est bien ça, je crois, dans le timing. Je vais vous proposer de tout simplement fermer vos yeux, si c'est OK pour vous. Ou en tout cas, s'ils ne sont pas fermés, c'est de les mettre mi-clos ou fermés à presque 9/10, on dit ça en yoga. Et prendre conscience de votre corps, là où il en est à cet instant, 18h13, 14. Ce mardi soir, et juste vraiment profiter de ce moment où, grâce à la technologie, on est tous ensemble de partout, des petits points en France, ailleurs qu'en France, sur la Terre. Et en même temps que j'ai cette vision de cette multitude, je vais avoir la vision, en tout cas la sensation de mon corps. Alors les yeux fermés, ça donne cette indication que je peux comme revenir à l'intérieur, revenir à la maison. Et puis je vais en même temps prendre conscience
de mes pieds dans le sol. Je vous invite à déposer vos pieds vraiment à plat dans le sol. Et vous pouvez peut-être mentalement remercier notre terre de nous supporter, dans le sens anglais du mot, de nous porter. Et même si je suis assise, j'ai quand même mes pieds qui sont en connexion avec la terre. Et puis le troisième point d'attention, ou en tout cas manière de reconnecter à soi-même, c'est ma respiration. Et je vais écouter, observer comment je respire. Et surtout ne rien chercher à faire. Vraiment laisser faire, simplement observer le flux de l'air, l'entrée et la sortie, la sensation plus fraîche à l'entrée, plus tiède à la sortie, sur le bord de mes narines. Je prends cette conscience de cette fonction si vitale qu'est notre respiration. Et je la laisse se mettre en place, enfin, se caler tranquillement. En tout cas, pour moi, c'est de descendre par rapport à cette fameuse excitation que je mentionnais juste avant. Et vraiment laisser faire. Tranquillement. Et puis peut-être qu'il y a encore pas mal de choses qui se passent dans notre cerveau. Mais tout en le remerciant d'être là et de nous être si utile pour réfléchir, analyser, concevoir, enfin bref, tout ce qu'il fait toute la journée. Je peux tranquillement lui parler, lui dire merci, merci pour tout ce dont j'ai besoin tout le temps. Et là, je veux bien que tu te mettes un peu en pause, mon cerveau. Et puis, on va venir mettre en place une respiration qui est vraiment spécifique et destinée à continuer à calmer notre mental. Donc, je vais vous inviter à tendre votre main de cette manière-là, donc la main à plat. Et puis, vous allez venir boucher votre narine droite avec le pouce droit et laisser les doigts tendus vers le haut. Et ne respirez qu'avec la narine gauche, très tranquillement. Et laissez faire. Encore une fois, la respiration, trouvez sa place. Et tout simplement faire cette expérience de cette respiration par une seule narine. Peut-être vous entendez les battements de votre cœur. Peut-être vous pouvez continuer à demander à votre cerveau de se relâcher, de se détendre encore un petit peu plus, consciemment. Et s'il ne se passe rien, c'est parfait. Il n'y a rien à réussir, juste faire cette expérience.
continuez à sentir la terre sous mes pieds. Continuez à amener un petit peu de détente dans certains de mes muscles ou de mes articulations si c'est nécessaire. Et profitez de ce petit bain de calme et de tranquillité encore quelques secondes. Et tranquillement, vous allez pouvoir relâcher la posture, en tout cas enlever votre main et prendre une plus grande inspiration avec les deux narines, un peu plus ample. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite rétention également de cet air inspiré par les deux narines et expirez tranquillement avec le nez. Et revenir en conscience à votre rythme. Avec cette intention d'être pleinement disponible, pleinement présent à ce qui va suivre. Et rallumez vos caméras si vous en avez l'envie. Grand merci Alix pour ce temps de partage, de résonance. Et je pense qu'avec ça, on a notre esprit tout prêt pour démarrer la session avec Thomas, justement, sur comment ce concept de la perma-entreprise, comment cette dimension intérieure, comment la dimension intérieure d'un dirigeant permettait justement de transformer sa culture d'entreprise et d'opérer le changement d'un modèle d'affaires et vice-versa. Écoute, Thomas, ce que je te propose, c'est de peut-être revenir rapidement, te représenter peut-être avec tes propres mots, juste rapidement, ton cheminement personnel, rappeler peut-être juste aussi ce qu'est la perma-entreprise. Je pense pas que tout le monde sache peut-être exactement ce que c'est. Et puis, comment on est arrivé à ça. Tu me donnes combien de temps, Denis, pour résumer 3 heures. 3 heures. J'en espérais pas tant, mais je prends. Allez, 3 minutes. 3 heures, 3 minutes. On va tenter. Bonsoir à toutes et tous déjà. Enfin, c'est chouette de voir aussi nombreux et nombreuses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, j'aimerais qu'en l'occurrence, sur ce webinaire, je vais essayer de beaucoup centrer le propos sur la posture de ce qu'on appelle le leader, comment on arrive ou pas à embarquer les équipes dans un projet ambitieux, parfois un peu radical. Faut oser ce mot-là, je pense. Parce que pour le reste, sur le modèle, ses fondements, vous trouverez plus qu'il ne faut d'informations sur les internets. On a fait pas mal de webinaires avec mon père depuis 2 ans. Il y a le bouquin, il y a une formation, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez creuser. Donc, je vais essayer de pas mal me concentrer sur ce rôle et comment on essaie d'incarner un projet de cette dimension-là en étant beaucoup plus mobilisateur que parfois un petit peu seul dans sa bulle, dans ces moments et dans ces sujets-là. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, en ce moment, je me rends compte qu'en fait, je suis là un peu les fesses, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais entre deux générations. J'ai 34 ans.
Je suis en proximité avec des gens plus jeunes issus de milieux qui se radicalisent beaucoup dans le milieu étudiant, mais aussi avec des comités de direction et des COMEX où on a des personnes qui sont d'une autre génération et je vois une vraie rupture intellectuelle de ce point de vue-là. C'est important de le dire. Je vous donnerai peut-être un exemple tout à l'heure d'une question qui m'amuse beaucoup en ce moment et de la tester avec ces deux publics-là. Mais c'est important parce que je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de redonner espoir et confiance dans le fait de faire converger ces deux populations pour réellement transformer le monde économique qui en a ardemment besoin. Voilà. Et bon, sur le parcours école de commerce, à l'époque, il y a entre 10 et 15 ans, il n'y avait absolument rien sur le développement durable dans les cursus. Donc, j'ai pris marketing et commerce international. L'avantage étant qu'en sortant de ce master et surtout d'un stage de fin d'études en marketing, je savais de façon absolument fondamentale ce que je ne voulais surtout pas faire de ma vie. Donc, j'en ai franchement bavé. Crise de sens, crise existentielle, charge de travail monumentale pour du vent, pour brasser du vent. Et la plus grande chance que j'ai eue, c'est que ça m'est arrivé à 21 ans. Voilà. Donc, tout de suite, virage à 180, à fond sur le développement durable parce que j'étais absolument convaincu désormais que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, j'ai fait à peu près 10 ans dans les cabinets de conseil parce que je n'avais pas de bagage académique, donc je voulais rapidement acquérir des compétences, voir des cas très différents, de petites, de grandes entreprises, dans des secteurs et des régions différentes. Et ça, c'était formidable. C'était une très belle école d'apprentissage, mais qui a fini par me frustrer parce que on avait, je pense, notamment dans mon dernier cabinet, qui est vraiment formidable, qui s'appelle Profil, une très belle exigence, sincérité, de belles offres. Mais on se frottait systématiquement au même problème, c'était la conduite des changements dans des entreprises où notre ancrage était beaucoup trop faible pour contribuer activement à une transfo. C'est pas en étant 1 jour par mois ou 2 jours par mois dans une boîte que vous arrivez à faire grand-chose, honnêtement. Et ça, c'est important parce que dans mon parcours, ça a été à un moment donné un point de rupture où je me suis dit maintenant, je veux vraiment basculer dans le camp des faiseurs. Et je veux pouvoir expérimenter des modèles qui me semblent beaucoup plus disruptifs que la RSE. Parce que là aussi, on avait beau avoir développé des choses autour de modèles qui me semblaient bien plus intéressants pour répondre aux enjeux de notre époque. La réalité des clients, c'est qu'eux, ils voulaient une strate RSE, un bilan RSE, et qu'en fait, on avait du coup du mal à appliquer les préceptes qui nous semblaient être les plus puissants. Donc, voilà ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à me dire comment passer dans le camp des faiseurs et comment essayer d'expérimenter ces modèles. Alors, je pense à Bicorp, je pense aux sociétés à mission en particulier, et que assez vite, je suis arrivé à la conclusion que quel meilleur terrain d'expérimentation que celui de l'entreprise familiale, qui était par ailleurs très mature en RSE, donc finalement qui avait stéro fertile pour pousser loin le curseur. Donc, j'ai proposé à mon père il y a 5 ans de rejoindre l'aventure familiale l'aventure familiale, son aventure et celle de toutes les équipes pour inventer quelque chose de nouveau. Donc, Norcis, qui est une entreprise de services numériques de 700 personnes, qui a 12 ou 13 ancrages territoriaux en France et 2 au Maroc, qui n'est pas une entreprise native de l'engagement sociétal, qui n'est pas une jeune entreprise qui est née sur l'idée de développer un produit ou un service qui répondent à des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, il y a du chemin en termes de transfo à faire, qui est prestataire de services, donc il y a beaucoup de clients à convaincre, est devenu ce formidable terrain d'expérimentation, formidable parce que interro-fertile, et en même temps, plein de freins à la transformation que aujourd'hui rencontre la grande majorité des entreprises que l'on peut croiser sur nos routes en France et bien au-delà. Voilà en quelques mots ce que j'ai envie de vous partager et vous dire aussi que dans le cheminement, et ce sera peut-être le dernier point avant de te redonner la main, Denis, et Nelly aussi évidemment, mais dernière chose, c'est que dans ce parcours, il y a eu aussi le cheminement personnel et notamment le sentiment d'urgence au niveau climatique en particulier.
Question qui s'est d'autant plus posée que je suis devenu papa il y a presque 2 ans maintenant, que j'ai beaucoup hésité à me lancer dans cette folle aventure et néanmoins merveilleuse, me disant mais pourquoi je vais envoyer un petit être sans défense au casse-pipe? Voilà, sachant l'avenir qui se dessine au niveau climatique. Et ça a provoqué en moi une espèce d'énergie folle de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, qui est la transformation d'une entreprise et du monde économique en général. Et en même temps, ça m'a aussi causé des déboires parce que l'urgence que je ressentais à titre personnel, elle a eu une répercussion sur mon rôle de jeune leader en devenir, en interne dans l'entreprise et au-delà. Et ça, c'est fondamental dans le retour d'expérience que je vais vous faire aujourd'hui parce que à maintes reprises, j'ai voulu aller trop vite et je me suis planté. J'ai trop peu considéré la conduite du changement. J'ai trop peu considéré peut-être parfois l'envie, mais là aussi la maturité et surtout les contraintes de celles et ceux que je devais embarquer. Et j'ai perdu du temps à cause de ça. Et ça, c'est fondamental de creuser ce truc-là avec vous parce que je crois qu'avec le modèle PERMA, on a sans doute trouvé une solution à ce grand défi que doivent relever tous les transformateurs, toutes celles et ceux qui veulent accompagner des entreprises dans leur processus de transformation pour qu'elles se mettent beaucoup plus au service du bien commun et d'un monde plus juste et plus soutenable. Voilà, je m'arrête là pour pas faire 3 heures. Ouais, bah déjà, c'est formidable. Oui, on sent finalement ce qui te motive finalement à ce que tu as envie de transmettre finalement aux générations futures, hein, ce monde meilleur, différent, plus dans les limites planétaires où voilà où l'humain est au centre. On sent aussi bah voilà ce leadership transformatif qui est ni simple. Justement, ben, vis-à-vis des équipes et ni simple vis-à-vis de toi-même, voilà, et justement ce modèle qui prône finalement la coopération entre les écosystèmes, de trouver les bonnes associations, cette volonté non plus de pas tout vouloir contrôler, de lâcher prise, d'utiliser comme tu dis, les bordures et les lisières du système pour mieux innover, être plus agile. Et aujourd'hui, on dit souvent dans un monde complexe, en fait, en général, plus un monde est complexe, plus il consomme de l'énergie. Donc, c'est aussi ça le sujet. Donc, c'est vrai que bah, c'est voilà, comment arriver bah, voilà, à faire avec tout ça. Et aussi bien, voilà, comment toi, tu vis ça au quotidien, finalement, comment as-tu fait justement progressivement avec tes équipes, mais aussi avec les parties prenantes et comme tu dis justement dans le livre en bilatéral, voilà, c'est des relations voilà qui se développent aussi dans ce sens-là et pas seulement multilatéralement. Voilà, comment est-ce que tu arrives à créer cette bascule progressivement, aussi bien en toi, en les autres et dans le système même et dans l'entreprise, comment elle-même se transforme face à un univers qui reste concurrentiel et dans le monde actuel. Ouais, c'est clair. Alors déjà, il faut que je vous précise rapidement le cheminement qu'a fait Nord6 pour arriver à ce modèle qui aujourd'hui, je crois, nous permet vraiment de provoquer en fait une bascule culturelle. Je vais qualifier ça comme ça. Et parce que pour nous, le modèle perma-entreprise qu'on a inventé, c'est pas une révolution, c'est plutôt une révélation. Je m'explique. Depuis toujours, Nord6 a été développé sur une idée fondamentalement humaniste du rôle de l'entreprise. C'est d'ailleurs une très forte influence qu'a pu avoir le CJD, pour celles et ceux qui connaissent, dont mon père a été président national au début des années 2000. Mais ça, moi, je vois bien, je sens bien que ça a été un vrai fil rouge pendant longtemps, c'est-à-dire un endroit, un lieu où se rencontrent des personnes issues de cultures, d'origines, de milieux différents qui vont converger autour d'un projet commun et ce faisant faire société, vont s'épanouir, se révéler, développer leurs compétences, etc. Donc, c'est ça que j'entends par
une vision humaniste du rôle de l'entreprise. Et c'est ce qui, je pense, a permis à Nord6 de toujours considérer fortement ce qu'on a longtemps appelé les enjeux RSE, à se structurer autour de ça, à considérer l'épanouissement, le bien-être, enfin tout un tas de sujets qui sont pas nouveaux finalement, mais qui étaient peut-être pas adressés de la bonne façon. Sur ce cheminement-là, je vous donne quelques étapes et enfin quelques dates, mais en gros, je crois que c'est 2013, Nord6 passe pour la première fois l'assertif ISO 26000, donc la norme RSE internationale, et dès son premier audit, reconnu niveau exemplaire. Alors, ça nous fait une belle jambe. Ça ne fait pas de Nord6 la meilleure boîte au monde, ni la meilleure pour le monde. Par contre, ça dit quelque chose de sa maturité dès l'époque pour la mise en œuvre concrète d'une stratégie RSE. Moi, je rentre en 2015, donc tout de suite, on se dit travail de fond sur le pourquoi de l'entreprise, et plus de temps le comment, mais le pourquoi, la raison d'être. Donc 2017, raison d'être. On la met dans les statuts tout de suite, parce qu'on connaissait les travaux qui étaient en cours sur la loi Pacte et la naissance prochaine de la société à mission, donc on voulait s'outiller tout de suite pour ça. 2019, certification B Corp, parce qu'elle a deux grands avantages. Un, c'est de mesurer du résultat, exclusivement du résultat, ce qu'on appelle l'impact. Et deux, parce que la moitié de l'évaluation, c'est le business model. Donc, c'est plus est-ce que je fais de la gestion de déchets, de la réduction du CO2 et du bien-être au travail. Ça, c'est le comment. Elle mesure le pourquoi. Pourquoi j'ai un business et en quoi est-ce qu'il contribue ou non au bien commun. Est-ce qu'il bénéficie à des populations défavorisées? Est-ce que les produits ou les services ont une finalité sociale ou environnementale? Ce genre de choses. Donc, on voulait se frotter à ça pour vérifier si on était dans le vrai, si on était sur le bon chemin. Et 2020, on devient société à mission parce que ça nous permettait de définir de façon plus organique, plus endogène, le pourquoi de Nord6. On arrive donc en 2020 avec un espèce de gloubi-boulga de référentiel qui fait que l'entreprise devient impilotable en matière d'engagement. Vous ne faites pas un pilotage avec 5 référentiels et vous ne le faites pas non plus avec des référentiels qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc, on explorait, on cherchait des idées pour trouver quelque chose qui ferait un tout et qui ferait un tout en étant totalement co-construit avec nos équipes. Par ailleurs, on avait des grosses interrogations sur l'éthique, notamment parce que notre métier nous y invitait beaucoup. Et on découvre la perma-entreprise, la permaculture, en finançant une ferme urbaine au nord de Paris qui met en œuvre ces pratiques-là. Et c'est ce qu'on appelle des effets de bordure ou de lisière, comme disait Denis, c'est qu'en fait, une entreprise du numérique va s'intéresser à un sujet qui n'a rien à voir avec son métier, avec son business, avec son histoire. Mais parce qu'elle s'autorise à diverger, découvre un truc qui devient finalement peut-être la plus grande et belle innovation qu'on ait jamais imaginée chez nous. Pourquoi ça devient cette belle et grande innovation? Parce qu'en fait, on se rend compte que le modèle permaculturel est régi de façon totale, systématique. Ça devient en quelque sorte les tables de la loi par 3 principes éthiques. Et là, on se dit, dis donc, au moment où on doit se réinventer, on veut co-construire avec nos équipes et on découvre un modèle basé sur l'éthique et qui veut qu'on soit dans l'hyper-coopération, ah bah, c'est intéressant. Donc, on creuse. Et on passe une centaine de jours au total avec une dizaine de personnes à éplucher le livre de référence du modèle. Donc ça a duré quelques mois. Hein. On fait des séances de travail. On se dit, tiens, est-ce que la coopération dans le modèle permacole nous donne des idées intéressantes pour Nord6? Est-ce que la régénération nous donne des idées nouvelles? Est-ce que les 3 éthiques nous permettent de progresser dans l'acculturation de l'ensemble de l'entreprise? Et la réponse, en fait, très vite devient absolument évidente. C'est pour ça qu'en fait, on se met à imaginer une analogie totale, complète, pour définir le nouveau modèle de développement de Nord6 qui allait totalement être basé là-dessus. On l'expérimente et ça devient une telle dynamique qu'on se dit il faut qu'on le partage. Et là, il y avait 2 options. On fait un business, et croyez-moi, par les temps qui courent, un business autour de ça, je pense qu'on pouvait très vite développer quelque chose d'intéressant. Parce qu'on voulait contribuer à une évolution positive du monde, c'est la raison d'être de Nord6. Si on veut le faire efficacement, il faut qu'on apprenne à pêcher à tous ceux qui veulent le faire. Et donc, ça donne le livre, ça donne la formation, mais c'est une forme de partage très généreux, autant qu'on peut, de notre vécu, de notre expérience, pour que bien d'autres puissent le faire indépendamment de nous. Et ça, c'est un des trucs dont je suis le plus fier, c'est ce choix-là.
parce que vraiment, je pense qu'on pouvait faire un beau business, mais on s'est dit non. On sera d'autant plus contributeur d'une évolution positive du monde si on partage généreusement beaucoup de choses autour de ça. Voilà. Et le livre s'appelle La perma-entreprise. C'est ce que tu dis, d'ailleurs, c'est de l'open source. Oui, alors de l'open source à 25 €. Voilà, on va dire Voilà. ça. Mais je pense que c'est un coût extrêmement accessible versus une presta de conseil sur des sujets de ce genre. Et bien loin de nous l'envie de couper l'herbe sous le pied de celles et ceux qui font ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plutôt ceux qui viennent à nous, hein. Ce sont des consultants, des coachs, des cabinets et des entreprises qui veulent faire pour elles-mêmes le modèle permis. Bon, voilà, j'ai été un tout petit peu long, mais je pense que c'est important pour que vous compreniez d'où on vient et ce qui a donné naissance à ce truc-là. Et maintenant, j'en viens au sujet que tu m'as servi sur un plateau, Denis, c'est-à-dire plutôt le fait d'embarquer les équipes et de rendre ce sujet, enfin, de faire de ce sujet celui de toutes et tous. Déjà, il y a le fait que dans la méthode qu'on a mis dans le bouquin, il y a une volonté constante de co-construire. Co-construire avec les équipes, co-construire avec les parties prenantes. Et quand vous codéfinissez un projet d'entreprise avec vos équipes et vos parties prenantes, évidemment, vous créez les conditions d'une adhésion, d'une envie de participer qui sont bien plus fortes. Ça, c'est assez logique. Je vais du coup me concentrer, pour ne pas être trop long, sur ce qui me semble être le plus intéressant à observer dans ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Et quand je dis chez nous, je devrais être plus large parce qu'on est en lien avec une dizaine d'entreprises qui sont allées au bout de l'application de la méthode. On a 200 entreprises qui l'expérimentent, dont on a connaissance aujourd'hui dans le cadre du CJD. Et il y a 10 000 livres qui se baladent dans la nature. Donc, il y a sans doute bien d'autres entreprises qui s'appuient là-dessus. Simplement, on ne le sait pas puisqu'on a fait ce choix de le rendre accessible sans chercher à mettre le grappin sur ça, plutôt en cherchant à le rendre utile à beaucoup d'acteurs. Et en fait, j'en viens à ce qui me semble être le plus structurant aujourd'hui dans ce qui se passe, et j'en reviens au rôle de leader, c'est que, vous voyez, par le passé, un leader chez nous ou ailleurs, et moi ou bien d'autres, on avait l'Astra RSE, on avait la certification Bicorp, et on expliquait à nos équipes, voilà ce que c'est, on pense qu'on peut progresser grâce à ça. Vous voyez, il y a un thème là qu'on n'a jamais traité, il y a 3 points à aller chercher pour Bicorp. En fait, je caricature un peu, mais c'est quasiment ce qui se passait, et c'est pas avec ça qu'on donne envie, qu'on autonomise, qu'on embarque dans un projet qui fait sens globalement pour tout le monde, et surtout qui outille chacun pour agir à son niveau, avec ses contraintes, avec ses propres envies, ses propres aspirations. Et ce qui est en train de révolutionner pour le coup les choses chez nous et ailleurs, ce sont les 3 éthiques. Parce que ces 3 éthiques, en fait, elles sont faciles à retenir et elles sont contextualisables. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un dogme qui viendrait dire tiens, bah, l'avion c'est mal, le vélo c'est bien. On est dans un cadre de pensée que sont ces 3 éthiques et que chacun peut appliquer selon son contexte, sa culture. Ce qui veut dire que les réponses seront aussi nombreuses que le nombre de personnes qui vont se les poser avec ce cadre éthique-là. Mais c'est ça qui est génial, c'est que du coup, sans même à la limite poser un sujet sur la table, moi ce que je constate chez nous, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de faire des trucs formidables parce qu'ils sont en train de transformer leur mode de pensée avec ces 3 éthiques. Et que ça amène plein d'idées nouvelles, ça amène un degré d'exigence supplémentaire. Et donc, on est beaucoup moins dans le top-down. Et là, ce n'est pas de façon revendiquée, c'est ce qui est en train de se produire, sans même presque qu'on ne le cherche parfois. Alors, juste Thomas, pour préciser, peut-être pour tout le monde, ces 3 principes, c'est prendre soin des humains, prendre soin de la terre et se limiter à redistribuer les surplus. Voilà. Et moi, ma question aussi par rapport à ça, c'est parce que bon, c'est quand même pas évident forcément pour tout le monde même quand on alors je reparle de ton livre, mais c'est une façon globale, c'est juste pour avoir une référence, mais c'est enfin pour même un salarié lambda, même j'imagine de Nord6, c'est pas forcément évident de se lancer là-dedans. On dit souvent qu'on fait avancer les choses avec ceux qui sont motivés, ou qui sont en avance, ou qui sont réceptifs. Donc, je pense que c'est comme ça que tu as dû faire aussi. Mais
voilà, c'est pas, je pense que comme tu dis, tout le monde, est-ce qu'il y en a qui disent, bon, bah, moi, je viens faire mon boulot, et puis, bon, bah, ce que fait l'entreprise, c'est une chose, moi, ça m'intéresse pas, ou c'est pas mon sujet, je sais pas. Vous savez sans doute aussi bien que moi que dans les théories de l'entreprise libérée, et c'est notamment Isaac Getz qui a beaucoup formulé ça, on a 20% de personnes engagées, 60% on va dire de passives, et 20% de désengagés, voire activement désengagés, les contre-rameurs. Voilà, c'est en gros à peu près ce qu'on constate en moyenne dans les entreprises. Bah, ce qui se passe chez nous, c'est que les 20% d'engagés, on leur a donné un outil qui est en train de les rendre heureux, fiers, enthousiastes et leur donne pleinement les moyens de s'investir dans le projet. Les 60% de plutôt passifs, et je ne le dis pas négativement, hein, il y a plein de bonnes ou de mauvaises raisons de l'être. Pour une partie, ça leur donne envie de passer un peu plus dans le camp des engagés. Pour une autre, même s'ils ne s'engagent pas plus ou ils ne s'investissent pas plus que ça dans le projet, je constate, et j'ai des résultats très tangibles de ça, qu'en fait, ça a développé chez eux une sacrée fierté de faire partie de notre entreprise, même s'ils ne s'impliquent pas, au-delà de leur mission pour un client. On vient de faire le plus gros audit qu'on ait jamais fait. Donc, on a envoyé 105 questions à nos 700 collaborateurs. On a plus de 450 réponses. On est à un taux de personnes qui se disent enthousiastes à venir travailler de 92%. On est sur un taux de salariés qui considèrent que Nord6 incarne bien les 3 éthiques, et ce n'est pas facile, de 93%. Voilà, enfin, on a des résultats qui, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça après 2 ans. Je ne pensais pas qu'on arriverait à autant embarquer, convaincre, donner envie, mais aussi tangible dans l'impact, parce que notre turnover, il est 2 fois plus faible que la moyenne de nos concurrents et du secteur, parce que même en temps de crise, on a eu des taux de croissance très stables par rapport à l'histoire de Nord6, alors que le marché faisait moins 6% dans notre secteur. Parce qu'on a une intensité carbone de l'activité qui est nettement inférieure à nos concurrents. Enfin voilà, on a aujourd'hui à la fois dans les retours que nous font les salariés et dans nos résultats en termes de performance économique, sociale et environnementale qui sont franchement super bons. Donc ça, c'est important. Bon, je vous ai quand même mis un petit visuel issu du livre sur les 3 éthiques, effectivement, mais j'aimerais marquer le trait un peu plus encore avec un visuel qui est celui-ci. Le fameux triptyque du développement durable de la RSE depuis 30 ans, c'est celui-là. Et je me suis permis de le déformer. Parce que comme moi, vous savez très bien que ce triptyque est beaucoup plus équilibré sur le papier. Mais la réalité, c'est que depuis 30 ans, ce qui se passe, c'est que les entreprises sont drivées dans leurs décisions à 90, 95, 99,9% par le profit. Et que par moment, elles ont su prendre des décisions plutôt en faveur de l'humain ou de la planète, mais parce que ça servait directement leur intérêt business. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que globalement, le monde économique continue de foncer droit dans le mur. Alors peut-être en ayant un tout petit peu levé le pied de l'accélérateur, parce qu'au lieu de faire des voitures thermiques, on fait des voitures électriques. Mais ce monde économique n'a rien saisi du réel degré d'urgence, ou en tout cas, s'il l'a saisi, ferme les yeux aujourd'hui là-dessus. Voilà. Il y a plein de boîtes qui font des super choses, il y a plein de gens formidables, mais l'entreprise, au sens large du terme, aujourd'hui, n'est pas du tout à l'auteur des enjeux. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, je vous montre un autre triptyque, qui est celui de la perma, qui est un petit peu provoque, évidemment, mais qui est finalement le réel équilibre. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a un mot qui a changé. C'est plus profit, c'est limite. Et c'est ça qui change tout. C'est que dans le modèle perma-entreprise, la quête de l'entreprise ou de l'organisation, hein, parce que sachez que ce modèle, il est en train d'être appliqué dans des ONG, des assos, des communautés de communes, des fondations. En fait, on se rend compte qu'il est parfaitement utilisable par tout type d'organisation. Mais ce qui change tout, c'est que la finalité n'est plus la recherche du profit. Le profit, la rentabilité, la perf économique est une conséquence de l'équilibre entre ces 3 dimensions qui sont prendre soin des humains, préserver la planète et fixer des limites tout en redistribuant les surplus, les richesses. Voilà. Et ça change tout. Parce que je crois qu'on a enfin trouvé
l'outil simple, clair, net, précis, pour permettre aux organisations et à toutes les personnes qui sont dedans de définir ce qui, finalement, justifie de continuer à avoir une activité, à émettre du CO2, peut-être à chercher à se développer, donc à croître. Le modèle permaCOL autorise la performance, l'efficience, la croissance, mais il ne l'autorise que dans un cadre qui est le respect de ces 3 éthiques de façon indissociable. Ce n'est pas toujours possible de respecter ces 3 éthiques de façon indissociable. On ne peut pas toujours prendre soin de l'humain ou préserver la planète. Par contre, on va toujours se poser la question à chaque étape, à chaque décision. Et ce faisant, peut-être qu'on fixera certaines limites pour éviter de trop dégrader l'humain et la planète dans l'affaire. Ça peut être hyper intéressant, mais aussi parce que parfois, on se rendra compte que ça dégrade tellement le fait de prendre soin des humains, de préserver la planète, qu'on décidera de ne pas y aller. Et ça, c'est vrai à plein de niveaux. C'est vrai sur des choix business. Donc, nous, on a eu des renoncements business sur lesquels la direction du groupe n'a eu aucune influence. Ça a été autodéterminé par des ingénieurs d'affaires dont c'est le métier de vendre. Vous voyez, quand je parle de transformation, de bascule culturelle, ce petit outil-là, il est en train de faire que des commerciaux chez nous, sans même qu'on ait à intervenir, se sont autodéterminés qu'une perspective de croissance n'était plus compatible et donc ne devait pas être réalisée. Ça, c'est un des trucs les plus formidables qui se soit produit chez nous. Donc, ce petit cadre-là, je dis ce petit parce que, vous voyez, il est finalement assez simple, hein, si je m'en tiens à nos 3 principes ici, est en train de provoquer une bascule culturelle qui fait que je pense qu'on est vraiment en train de se transformer, et non pas parce qu'il y a un gigantesque projet top-down qui est mené avec beaucoup de moyens, de ressources et d'énergie pour convaincre et embarquer les équipes. On a posé un cadre, on a une feuille de route, on a des projets, on pilote ça avec des objectifs d'impact, c'est très carré, mais la réalité de la transformation de l'entreprise, c'est qu'en fait, il y a une bascule culturelle qui s'opère grâce à ça, et je crois sincèrement que c'est ce qui est en train de nous faire réussir cette transformation ou cette évolution de l'entreprise et de la façon dont elle fonctionne. Voilà, je m'arrête là, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples de cette appropriation et de cette bascule culturelle, mais honnêtement, je crois que c'est le truc qui manquait depuis toujours. Moi, c'est ce que j'avais jamais réussi à toucher du doigt en conseil ou chez nous avant le modèle PERMA. C'est ce qui fait que, en tant que leader, il y a des sujets qui avancent beaucoup plus vite sans moi, et j'en suis plus qu'heureux. C'est ce qui fait qu'il y a des sujets où je me suis pété les dents parce qu'il y avait un côté top-down, eh bien, ils avancent beaucoup mieux parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont saisies du sujet sans même que je n'ai à le demander. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça ce que j'appelle une bascule culturelle. Oui, c'est ça, c'est aussi cette responsabilisation de chacun, ça donne envie. Après, on voit aussi, c'est que finalement, se fixer des limites, la nature se fixe aussi des limites, mais en se fixant des limites, il y a toujours un espace de vie et de vivant qui est disponible et qu'on peut réagencer autrement et réinventer justement d'autres façons de faire, d'autres façons d'être. Et je pense que c'est ça finalement qui est au cœur de ce modèle, hein, si je me trompe pas. C'est des analyses que je fais. Oui, et puis il ne faut surtout pas voir les limites comme la décroissance ou quelque chose de, je dirais, de castrateur dans l'innovation. Au contraire, je constate chez nous et ailleurs que c'est ce qui est en train d'amener le plus d'innovation. Parce que vous allez vous dire, tiens, peut-être qu'il faut qu'on fixe certaines limites au développement commercial de certaines gammes, parce qu'en fait, ce n'est plus le sens de notre histoire ou de l'histoire en général. Et donc, ça va permettre de réallouer les ressources en donnant un sens qui est partagé collectivement et où derrière, on va être beaucoup plus efficient. Nous, par exemple, on a une croissance de notre volume d'affaires sur le secteur de la transition écologique qui est le plus fort que Nord6 n'ait jamais connu, pour une raison qui est de plus en plus évidente, et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les limites, ça peut être dans certaines pratiques managériales, parce qu'on se rend compte qu'en fait, elles deviennent complètement contre-productives. Les limites, elles peuvent être aussi dans l'ambition qu'on va se donner sur un nouveau projet pour limiter les risques de se casser la figure, de cramer beaucoup de ressources, qu'elles soient financières, humaines, matérielles, et donc savoir expérimenter à petite échelle dans un premier temps, ça c'est très perma, pour ensuite élargir, généraliser au bon moment.
voyez, en fait, ces limites, elles sont vraiment source d'efficacité, de performance, de sens à bien des niveaux et ces limites, elles sont complètement protéiformes en fonction du contexte, du métier de chacun. C'est ça qui, je crois, rend le truc super puissant. On le voit nous aussi, par exemple, avec des salariés qui, dans des projets pour des clients, commencent à agiter le drapeau en disant bon, là, on est en train d'aller vers quelque chose qui me semble plutôt dissonant. Et ça, avant, ils ne savaient pas le faire avec la raison d'être parce que personne ne la connaissait, la raison d'être chez nous. On avait fait des webinaires, on avait fait des outils d'appropriation, mais en la réalité, personne ne la connaissait. Alors que les 3 éthiques, tout le monde est en train de se l'approprier. Oui, finalement, ces 3 éthiques te fournissent un cadre d'agilité, d'innovation, de résilience et voire comme tu dis, d'efficience, de compétitivité, qui aurait sans doute jamais pu être imaginé peut-être avant. Et ça sera sûrement en plus beaucoup plus, entre guillemets, durable. Alors, peut-être pour terminer, parce qu'on était bien dessus sur le volet économique, et puis je viens de voir 2-3 questions par rapport à ça. Bon, Nord6 est en bonne santé financière et l'était. Mais c'est parce qu'on allait bien qu'on s'est dit il faut être capable de se réinventer au moment où on va bien et il faut être capable d'investir au moment où on en a les moyens, voilà, et les ressources. Néanmoins, je sais que parmi les entreprises qui se sont appropriées le modèle et qui sont en train de l'explorer, pas forcément dans son intégralité, mais au moins qui se servent de ça comme un outil pour expérimenter. Il y a des entreprises qui sont en moins bonne santé financière et qui ont compris que justement aussi pour cette raison, c'était le moment de se poser des questions qui peuvent fâcher, des questions parfois difficiles sur leur modèle économique, sur les secteurs d'activité où ils opèrent, etc. Et ça, le modèle et les outils de la PERMA les aident à le faire. Oui, c'est là-dessus que justement, c'est ma question qui était la suite, c'était de voir quels freins socio-économiques et financiers tu vois qui sont liés au fonctionnement actuel du système. On en a déjà parlé, mais quels sont ces freins par rapport à ce modèle-là? Il faut avoir le courage de le mettre en place. Et malheureusement, l'actualité montre que à chaque fois, dans des discours, on parle que de croissance verte, etc., etc., et la technologie et tout ça. Bon, voilà, et dans une plus petite structure, en effet, c'est comme tu dis, les fourmis, si tu veux, en gros, quand on va bien, c'est toujours plus évident de faire un changement, hein, même au niveau personnel, que quand on est dans la moise et que voilà, on a beaucoup passé fin de mois. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, je suppose. Vous voyez, je voudrais juste peut-être donner un exemple un peu caricatural, mais aussi pour vous expliquer comment ces limites, elles peuvent être utiles dans le cadre de la nécessité de se réinventer sur les modèles d'affaires. Vous avez aujourd'hui des constructeurs auto dont l'unique stratégie est de refourguer un SUV hybride électrique à peu près tous les citoyens qui en ont les moyens. Et encore, les moyens, c'est sur des leasings sur 10 ans. Bon, je sais pas si tout le monde partagera et c'est pas grave, mais un SUV hybride électrique pour chaque citoyen, c'est incompatible avec les limites planétaires et ça marche encore moins si l'électricité, elle n'est pas très faible en carbone dans sa production. Mais ceci étant dit, en modèle PERMA, cette stratégie-là, elle ne marche pas. Elle est hors jeu. Par contre, un constructeur auto qui nous dirait voilà, moi, j'ai une stratégie d'hypercroissance sur le développement de la mobilité douce en milieu urbain. Par exemple, un Peugeot qui était leader du vélo dans les années 80, qui veut 3000% de croissance sur la marque vélo parce qu'ils veulent redorer ça. Moi, je dis formidable. Et si par ailleurs, ils disent on va un peu décélérer sur le SUV, mais on va continuer à en faire parce qu'il y a quand même des territoires où ce véhicule répond à des besoins réels et est efficace, aucun problème. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est contextualisé. Et la recherche éventuelle d'une croissance n'est possible que si elle est cohérente avec des limites planétaires, avec la préservation de nos conditions de vie. Parce que le modèle PERMA, ce n'est pas un modèle d'ayatollah de l'écologie. Hein. La finalité du modèle de PERMA, entreprise ou organisation, c'est de préserver les conditions d'existence des êtres humains sur Terre. Hein. Parce qu'aujourd'hui, l'espèce la plus en danger, finalement, c'est la nôtre. Et on ne saura pas résister à 45 degrés toute l'année, on ne saura pas résister à tout un tas de facteurs climatiques qui vont par ailleurs avoir des conséquences monstrueuses au niveau social. Enfin, vous voyez un petit peu où je veux aller. Donc, c'est tout ça auquel on essaie d'apporter des réponses. Et je crois que la PERMA, en plus, a l'avantage d'être dans des gradularités de toutes sortes, à l'échelle individuelle,
parce que les 3 éthiques, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre vie perso, pour des décisions à prendre, pour un fonctionnement en famille. Enfin, moi, je me suis amusé à essayer, ça marche très bien. Ça marche à l'échelle d'une organisation. Je crois que ça peut même marcher à l'échelle d'un territoire. Et si un jour j'y arrive, on ira en parler à Monsieur Macron pour qu'il devienne un peu sérieux sur certains sujets, vous voyez. Voilà, je crois sincèrement que ça peut s'appliquer à toutes les échelles. Et c'est ça qui fait que ce modèle, il a un potentiel formidable. Peut-être pour terminer, vous dire que en termes de leadership, chez nous, évidemment, il faut rester un leader qui guide, qui oriente, qui éclaire, y compris par des temps sombres où chacun peut traverser aussi des périodes difficiles à son échelle. Par contre, voilà, je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, il se passe des choses formidables, totalement indépendantes de ma volonté ou de celle de la direction générale, et c'est tant mieux. Et en perma-entreprise et en perma, vous laissez libre cours à de l'autorégulation, vous l'acceptez, vous pouvez éventuellement corriger si besoin à un moment donné, mais vous laissez place à cela. Et puis, au-delà de Nord6, je pense qu'on a aujourd'hui un leadership qui émerge autour de ce sujet-là, qui est quelque chose qu'on n'avait pas préparé. Quand on a sorti le livre, on ne savait pas ce que ça allait donner. Moi, c'est en train d'ouvrir des portes qu'on n'imaginait pas. C'est en train d'être utilisé par des acteurs qu'on n'imaginait pas. Et que vous dire, si ce n'est que, à la limite, aujourd'hui, le plus difficile pour moi, c'est que je dois fixer des limites aux sollicitations, à l'enthousiasme que ça génère, parce que le jeune papa que je suis veut absolument se dédier aussi à son projet de famille. Et le plus gros risque qui me guette, c'est d'oublier ça, parce que je peux être franchement inspiré par l'extraordinaire intérêt dynamique qui est en train d'émerger autour de tout ça. Oui, alors il y a Merci juste Thomas. Ouais. ma question, c'était aussi juste avant qu'on parte en sous-groupe, c'était tu m'avais parlé comment tester la permacomptabilité des organisations, et l'autre question que je vais te poser, c'est justement, c'est pour conclure, c'est comment tu puises toute ton énergie, ton courage, cette envie de partager, ton espérance. Est-ce que tu as des pratiques, ou est-ce que, voilà, je sais pas. Bah, alors, sur le temps de l'humour, je vais vous répondre que, ayant des nuits très courtes ou entrecoupées depuis 2 ans, bah, je crois que je me suis parfaitement habitué à un état de fatigue constant. Deuxièmement, et plus sérieusement, c'est que j'ai vécu tellement de frustration dans le parcours académique et puis dans la première phase de ma vie professionnelle. Encore une fois, alors même que j'étais notamment chez Profil avec 2 femmes exceptionnelles et qui le sont toujours d'ailleurs, mais où je me sentais finalement hors sol par rapport aux entreprises que j'accompagnais. Le fait aujourd'hui d'être un faiseur qui se reconnecte un peu à sa première vie professionnelle, non pas tant par du conseil, mais par ce fait d'être habité par la conviction qu'on a trouvé le bon modèle et qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ce modèle et qu'on essaie d'outiller de plus en plus. Honnêtement, je ne pouvais pas rêver plus beau projet, et là c'est un peu égoïste, mais entre pérenniser l'entreprise familiale avec un enthousiasme exceptionnel de beaucoup de gens chez nous, en donnant du sens à ce projet collectif qu'on co-construit avec les équipes, et tout ce qui se passe au-delà pour contribuer à quelque chose de plus grand, à travers aussi la coprésidence du mouvement des Bicorp, à travers le conseil d'administration du mouvement Impact France dans lequel je rentre. Enfin, honnêtement, je vis une période extraordinaire à titre personnel. Donc, c'est pas difficile de se lever le matin, et encore moins qu'en général, vers 6 heures, il faut un biberon. Donc, ça facilite les choses. Merci Thomas, vraiment pour toute ton énergie, ton enthousiasme, c'est passionnant. En fait, on pourrait écouter des heures. Enfin, je trouve que c'est Non, assez surtout pas. extraordinaire. En fait, on va prendre un temps maintenant, peut-être en sous-groupe, pour voir justement voilà, ce qui est présent pour chacun, quel élan, quelle émotion, enfin, quel sentiment, quelle émotion est présente là en t'écoutant, et puis quel élan les possibilités de la perma-entreprise en fait suscitent-elles chez chacun de vous. Et puis, de quoi vous auriez besoin finalement à titre individuel pour vous mettre en mouvement dans cette direction, voilà, dans votre projet professionnel, dans votre entreprise, voilà, pour être vraiment des faiseurs, en fait, comme tu
tu disais Thomas, est vraiment acteur du mouvement. Donc, on va vous inviter à être 3 pas dans chacun des sous-groupes. Vous allez avoir 15 minutes, donc 3 fois 5 minutes en gros pour échanger sur… voilà, après ce partage, on va vous mettre les questions dans le chat. Je les ai mises dans le chat. Je les ai mises, d'accord, super, merci Denis. Donc, vous allez avoir 15 minutes pour pouvoir échanger ensemble voilà, sur ces 2 questions. Quel élan ça vous donne, ça suscite en vous, et puis de quoi vous auriez besoin pour vous mettre en mouvement. D'accord? C'est parti. Peut-être par rapport aux besoins que vous avez pu exprimer pour, voilà, pour vous mettre en mouvement dans cette direction, il y a peut-être des questions qui ont pu émerger pour Thomas. Et donc, voilà, si vous voulez lever la main ou mettre dans le chat de nouvelles questions, allez-y. C'est un peu… Ouais, ce qui a résonné en vous, ce que ça a éveillé, ce qui vous a inspiré, peut-être vous par rapport à votre situation personnelle aussi, qu'est-ce que ça peut mettre en place, enfin, qu'est-ce que ça peut faire bouger. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait Élodie qui levait la main, et puis après peut-être Amélie, si ça… Oui, moi j'avais envie, alors ça a suscité beaucoup d'enthousiasme et aussi une envie de te réinterroger sur finalement un des aspects qui était dans la question de départ, qui était la dimension intérieure du dirigeant. Donc tu as parlé de lâcher prise, tu as parlé d'intelligence collective, mais concrètement, par où tu en es passé, qu'est-ce qui t'a aidé et peut-être qu'est-ce qui pourrait aider un dirigeant à y voir clair dans ce processus de transformation intérieure qui accompagne le changement culturel. Ouais, alors pour être plus spécifique, il se trouve notamment sur le sujet de l'environnement que quand j'ai rejoint Nord6 et l'entreprise était mature. On fait un bilan carbone depuis 2006. Essayez de me trouver une boîte qui fait ça depuis 2006, je suis pas sûr que vous en trouverez. Déjà, c'est né en 2004. Et encore aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de boîtes qui ne l'ont pas fait. Donc, c'est juste pour dire, il y avait une maturité sur le sujet environnemental. Et en fait, quand j'ai voulu pousser le curseur, en fronçant, vraiment, je me suis cassé les dents. Il y a eu rétropédalage des membres du comité de direction, etc. Et puis même parfois des tensions parce qu'il y a des salariés qui adhéraient totalement à ce que je voulais mettre en place et d'autres qui ne comprenaient pas, considérant que c'était… c'est le coup des… voilà, la France, c'est que 1% des émissions. Pourquoi on s'embête alors que la Chine ne fait rien? Donc, ça, en termes de leadership, ça a été une erreur. Et en fait, aujourd'hui, il y a 2 choses qui me semblent prépondérantes. Un, c'est être beaucoup dans l'anticipation parce que parfois, embarquer des personnes autour d'une envie, d'une vision nécessite un temps d'appropriation à ces équipes et donc finalement, il faut l'anticiper pour qu'il y ait ce temps d'appropriation. Et ensuite, il y a, et c'est là que j'en reviens aux 3 éthiques, la capacité de chacun à trouver sa place dans le projet lorsque les personnes en ont envie, bien sûr, puisque, encore une fois, par exemple, nous, on est prestataires, il y a des salariés qui n'ont pas envie de s'impliquer au-delà de leur métier et de leur projet, pas de problème. Il ne faut surtout pas chercher à vouloir avoir 100% d'adhésion, de toute façon, ça n'existe pas. Mais au-delà de laisser un temps d'appropriation, il y a surtout permettre à chacun, et les 3 éthiques qui aident, à trouver quelle est la juste contribution que chacun et chacune peut avoir pour contribuer à une vision, contribuer à un projet, à une action, etc. Et voilà comment aujourd'hui le sujet se travaille différemment, mais aussi en disant parfois, il y a des choses qui vont émerger qui sont le fruit de l'envie de chacune et chacun et il faut savoir y laisser en partie libre cours. Voilà spontanément ce que j'ai envie de te dire et surtout de ne pas être trop long parce que je vois qu'il y a d'autres questions et mains levées. Amélie, tu veux y aller? Après, on écoutera Franck. Oui, alors c'était question sur le même sujet. Ça a émergé, nous, dans notre trio. On a senti de l'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme de ce qui a été partagé sur ces principes. Et la même question, alors dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser le mot leadership pour essayer d'aller un peu plus loin, mais puisqu'ici, on est au leader éclairé, la question, c'est sur cette
intériorité et peut-être est-ce qu'il y a une dimension spirituelle sous-jacente ou pas et comment c'est incarné, vécu et autorisé dans l'entreprise. Ouais, en fait, alors intelligence spirituelle, moi j'ai plutôt envie de parler d'intelligence émotionnelle parce qu'on est sur des sujets qui peuvent prendre aux tripes. Et ça aussi, je l'ai vu par moments, des personnes qui adhéraient ou qui prenaient conscience, par exemple, sur le sujet du climat. Et à la sortie de ça, je me souviens d'une fresque du climat avec des équipes. Il y en a 2, 3. Enfin, à la fin, on s'est regardé, on s'est en fait, on a envie de se pendre. C'est quand même hyper violent. Donc, il faut beaucoup d'intelligence émotionnelle, je pense, à ce moment-là. Sans doute, vous êtes familier avec la théorie du U, hein, qui veut qu'on passe par différentes phases de prise de conscience, de déni, de dépression, de reconstruction et puis de mise en action, parce que finalement, le meilleur remède à l'anxiété, ça devient la mise en mouvement, l'action. Et en fait, moi, aujourd'hui, je me base beaucoup là-dessus. Je pense qu'à titre personnel, je passe mon temps à faire des U, donc finalement, ça devient un O, parce qu'il se referme et on part dans un cycle. Et à chaque fois, j'essaie d'en faire une forme d'énergie nouvelle pour embarquer, etc. Et j'essaie de travailler avec ça pour que celles et ceux qui ont envie d'agir, ils trouvent les moyens. Peut-être un dernier point, c'est que aujourd'hui, en tout cas, moi, les constats que je peux faire, et je pense que je le vois aussi, par exemple, au niveau de notre équipe de l'association Bilab, hein, qui porte le mouvement des Bicorp en France, etc., c'est que, en fait, il faut, je crois, hein, vraiment laisser chacun trouver une place dans tout ça. Et j'ai des exemples qui me viennent, je ne vais pas les détailler, ce serait trop long, mais sur des sujets où parfois j'avais la conviction intime en tant que leader ou dirigeant, appelons ça comme on veut, qu'il fallait avancer, qu'il fallait pousser ces sujets-là. Ça n'a pas du tout marché parce qu'il y avait ce côté top-down et que c'était un truc en plus et qu'on a déjà plein de choses à gérer, qu'on a des clients, des partenaires, etc., qui nous sollicitent. Bon. Et en fait, moi, d'accepter que la temporalité que j'espérais n'est pas celle des équipes que je veux embarquer et aide énormément pour, en partant beaucoup plus des autres, définir la bonne temporalité pour que ça se fasse. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, entre ça ne se fait plus, voire on crée de la défiance et donc en fait on rétropédale et on perd un temps dingue et accepter qu'il faille un petit peu plus de temps pour avancer ensuite, en fait c'est l'option 3 qui est de loin la plus efficace, quoi. Donc moi j'essaie de parfois, même si ça me coûte, d'accepter qu'il faille un peu de temps de digestion, ensuite un peu de temps de mise en action, parce que le résultat au bout de 2, 3, 4, 5 ans sera bien meilleur que si j'ai essayé de forcer le destin, voilà, de déverrouiller des choses en étant dans une logique de leader qui fait top-down. Oui, alors ça rejoint un peu la question qui était passée. Comment tu as fait évoluer la gouvernance d'entreprise finalement pour prendre ça en compte? Ouais, alors quand je vous disais, c'est chez nous, c'est pas tant une révolution qu'une révélation. Je crois que c'est aussi vrai au niveau de la gouvernance. On avait une gouvernance qui se voulait déjà très participative. Mais là encore, je crois que même si on avait créé les territoires d'expression, de codécision multiples, protéiformes, qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une centaine de salariés qui peuvent vraiment se revendiquer, revendiquer une forme d'influence sur la stratégie et l'évolution de notre entreprise. De façon active, j'entends, hein, pas juste en répondant à un questionnaire de temps en temps. Le cadre culturel nouveau qu'est le nôtre aide beaucoup à trouver sa place et la juste mesure dans la contribution qu'on peut avoir. Et ça, je pense que selon les organes de gouvernance, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas encore à toucher du doigt. On avait créé les territoires d'expression, on avait créé les territoires de codécision, mais je pense que parfois, il manquait ce cadre commun très structurant que sont les 3 éthiques. C'est-à-dire qu'on avait le cap qu'il fallait suivre, la raison d'être, mais on n'avait pas la boussole, ou pas de façon aussi claire, sonnante et trébuchante que peuvent l'être les 3 éthiques. Et ça, je crois que ça joue beaucoup sur un alignement progressif de chaque organe de gouvernance,
sur un alignement progressif de chacun, à sa mesure, selon ses envies, ses contributions, une fois de plus. Mais moi, le rêve que je pourrais avoir aujourd'hui en tant que leader éclairé, c'est qu'on ait tellement éclairé l'ensemble des équipes chez nous que je n'ai plus à être un leader. Je n'ai plus à exister en tant que leader. Chacun sera le leader de quelque chose à son échelle, dans le cadre, dans le respect des 3 éthiques. Voilà. Je ne peux pas dire mieux ou plus fort que ça. Et honnêtement, j'ai vraiment ce rêve et je crois qu'on peut vraiment arriver à le toucher du doigt dans les années qui viennent. Il y a encore du chemin, mais j'espère sincèrement qu'on arrivera un jour à ça. Oh, il y a beaucoup Merci Thomas. On d'humilité, va prendre peut-être d'authenticité. une dernière question de Franck, et puis Mhm. parce qu'on a dépassé un tout petit peu déjà l'heure. Bah, merci. Merci Thomas pour ton témoignage extrêmement énergisant. C'est ce qu'on a trouvé dans le groupe et aussi très incarné. Ça donne très, très envie. Et la question, le besoin qu'on avait, c'est d'avoir un petit peu plus d'éclairage sur comment on pourrait créer l'étincelle d'une telle dynamique dans des groupes dont les dirigeants ne sont pas nécessairement porteurs, parce qu'on a envie de propager tout ça. Ouais, alors, il y a plein de choses à dire. Alors, je vais essayer d'être très synthétique et je vais vous donner deux, trois ressources pour creuser si vous le souhaitez, toujours dans cette logique de partage désintéressé. Déjà, je crois que dans les malheurs actuels de notre société, on va dire plutôt occidentale, mais notamment les conséquences sociales, environnementales de notre mode de vie, il y a là autant d'arguments qui doivent convaincre de façon de plus en plus rapide les dirigeants qu'il faut sérieusement se réinventer. Aujourd'hui, vous prenez le coût souvent évoqué au niveau social, mais de façon économique, des arrêts maladie, mais en fait, c'est aussi un manque à gagner gigantesque pour les entreprises. Vous prenez les catastrophes naturelles qui se multiplient, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, l'explosion des prix des matières premières. Ça devient autant d'arguments pour convaincre qu'il faut fonctionner différemment, qu'il faut faire de l'économie circulaire, qu'il faut réinventer le business model en pensant fonctionnalité plutôt que logique volumique. Voilà, enfin, il y a une mine d'or d'arguments qui est en train d'arriver de par des faits tristes parfois et des catastrophes. Voilà. Donc, en fait, dans notre malheur, il y a peut-être notre plus belle chance de convaincre. Ensuite, souvent, il y a un peu le syndrome du Montfuji, c'est-à-dire, ouais, mais en fait, je vais déjà commencer par la RSE parce que là, votre truc, c'est trop ambitieux. C'est souvent ce qu'on nous dit. Ben, sauf qu'en fait, je vais faire une analogie. Quand vous changez de bagnole, de téléphone, et je pense que je pourrais l'étendre à plein d'autres types d'achats, est-ce que vous prenez la version d'il y a 30 ans ou est-ce que vous prenez une version récente qui va pouvoir vivre longtemps? Bon, bah, la réponse, vous l'avez aussi bien que moi. Donc, dites-leur, utilisez dès à présent le modèle qui fait enfin converger business et intérêt général, qui va vous aider à définir comment vous pouvez rester performant en matière de business tout en servant l'intérêt général et le bien commun, en répondant à des enjeux sociétaux, mais pas de façon dissociée, c'est-à-dire j'ai ma strate business et j'ai ma strate sociétale. Les deux deviennent complètement interdépendants. Et si on arrive à ça, vous pérennisez votre boîte sur du temps très long et croyez-moi, tout le monde vous suivra derrière. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus de façon courte que ce que je viens de vous dire là. Waouh, et alors justement, la question que je crois que Laure avait posée, qu'elle a reposée, c'est comment, que dis-tu par rapport à, est-ce qu'on aurait est-ce que c'est applicable à des modèles d'entreprises qui sont cotés en bourse? La réponse est claire, c'est non. Pour une simple et bonne raison qui est que quand vous avez un actionnariat totalement dilué et déconnecté de la réalité du terrain, c'est-à-dire de personnes que je ne juge pas, mais qui ne sont là que pour une chose, c'est une rentabilité financière à la fin de l'année, c'est incompatible. À court terme, c'est incompatible. Par contre, le modèle dans son intégralité, je dirais, c'est vraiment le respect profond des 3 éthiques de façon constante, la coopération, la régénération, le renoncement à certaines choses, ça ne peut pas marcher. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des très grosses boîtes qui utilisent certains outils du modèle PERMA pour travailler, pour faire de l'intelligence collective, pour se challenger sur certaines choses.
on a reçu, et je ne citerai pas les noms, 2-3 COMEX de très grosses boîtes chez nous pour parler fixer des limites. Parce que ces gens-là, ils sont brillants intellectuellement, ils ont bien compris le problème, mais ils sont complètement pieds et poings liés par un système qui les oblige à une performance financière chaque année avec un rendement, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est incompatible. Donc, par contre, moi, aujourd'hui, le modèle PERMA, il a été appliqué de façon, je dirais, globale par un certain nombre de PME et d'ETI que vous pouvez notamment retrouver sur le site dont je vais vous mettre le lien. Mais ce dont je suis absolument certain, c'est qu'il y a un bien plus grand nombre d'entreprises et de plus grande taille qui utilisent le modèle PERMA et les outils qu'on a partagés notamment dans le bouquin pour commencer à se réinventer, pour commencer à poser les questions qui fâchent et pour essayer d'y trouver des réponses qui puissent être satisfaisantes. Mais soyons clairs, quand vous allez devoir de toute façon vous transformer, vous réinventer en termes de modèle économique, c'est un truc qui s'anticipe sur une décennie. C'est le fameux discours de Jean Cau entre planification subie ou voulue. Bah, à l'échelle des entreprises aujourd'hui, je pense qu'on en est là. Et donc, nous, ce qu'on offre sur un plateau, c'est un outil pour planifier, anticiper et conduire un changement de façon suffisamment longue pour qu'elle ne soit pas violente. C'est-à-dire que vous ne changez pas un métier du jour au lendemain, vous ne changez pas un modèle économique du jour au lendemain, vous ne changez pas un marché du jour au lendemain. Et si vous voulez que les humains ils continuent à avoir leur place là-dedans, il faut sacrément l'anticiper. Bon, bah, écoute, merci Thomas. Je pense que vraiment, c'est d'une grande, grande richesse et je te remercie vraiment tous au nom de la communauté des leaders éclairés. Pour ce moment, voilà, ce que je vous propose, c'est que chacun, vous puissiez mettre peut-être un mot sur, voilà, sur cette énergie qui présente pour chacun de vous, ce ressenti, ce que vous avez envie de passer comme message et l'écrire dans le chat avant de se dire au revoir. Et en tout cas, puis oui, Romain, peut-être si tu veux dire un petit mot de clôture sur peut-être un événement ou de quelques événements de la communauté ou autre chose, si tu as envie. Non, j'ai déjà dit des choses. Peut-être juste remercier Thomas au nom de la communauté, voilà, pour avoir nourri les différents étages de la fusée, la tête, parce que tu as donné plein de choses et merci pour ça. Et puis le cœur, moi je repars aussi, comme certains, j'ai l'impression, avec de l'énergie. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Merci à tous d'avoir été présents, parce qu'on a tous nourri l'énergie. Moi je repars avec une batterie qui a remonté grâce à Thomas, grâce à nos échanges en petits groupes. Et peut-être que c'est ça aussi, cette dimension qu'il va falloir nourrir, cette dimension plus invisible du lien, de l'inspiration des uns des autres. Et là, tu nous as bien nourris. Merci d'avoir nourri la source et merci à tous pour votre présence, parce que là, je vais parler en jeu. Moi, ça me fait un bien fou. J'œuvre, comme beaucoup d'entre vous, je pense, au quotidien, avec aussi les doutes et les résistances. Et c'est bon de sentir un jeune gars comme toi, Thomas, qui y croit. Ça fait du bien. Et voilà. Et il y a des plus vieux. Tu parlais de fractures tout à l'heure. Il y a quelques-uns qui pourraient être ton père ou ta mère ici, qui essayent de se bouger. Et de résorber ce gap, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on a envie que la planète elle soit habitable et qu'elle soit joyeuse pour tous nos gamins et le tien aussi qui vient d'arriver. Donc je me permets parce que tu me rappelles à quelque chose que je pense peut être très intéressant avec ce qui vous réunit dans ce collectif. Il y a quelque temps, on m'a demandé de préfacer un bouquin collectif qui s'appelle, en gros, c'est quoi? C'est Nos émotions face à l'urgence climatique. Et en fait, dans la rédaction de cette préface, j'en suis arrivé j'ai conscientisé quelque chose. C'est un espèce d'oxymore qui est l'égoïsme altruiste. En fait, je crois ardemment qu'on doit, face à tout ça, faire preuve d'une forme d'égoïsme en cherchant chacun sa place et en cherchant à le faire pour soi avant tout, parce qu'on se sent aligné, parce qu'on y trouve du bien-être, parce qu'on y trouve de la fierté. Surtout qu'on va être honnête sur ces sujets-là, il y a plus de mauvaises années que de bons jours, quoi. Faut les chercher, les infos positives. Donc, il faut le faire pour soi, à fond, parce que ça nous rend heureux, parce qu'on est s'épanouir.
Et il y a une conséquence, une externalité positive qui devient la contribution à quelque chose de plus vaste, mais qui ne devient pas quelque chose qui nous ronge, qui devient un bénéfice associé. Voilà, c'est soyez des égoïstes altruistes. Je crois que moi, c'est comme ça que j'ai trouvé une forme de paix intérieure, alors que croyez-moi, tous les jours, j'ai envie de péter des murs quand je lis certaines choses. Mais voilà, j'arrive à contenir ça en me rattachant à cette forme d'égoïsme altruiste. Bah, écoute, merci. On peut faire de l'égoïsme altruisme en se touchant les mains. Si vous êtes en mosaïque, pour se dire au revoir. Je sais plus qui avait amené ça dans la communauté, mais Thomas, si j'étais à côté de toi dans ma mosaïque, je te toucherais la main, mais en fait, je suis à côté de toi, je vais déplacer mon écran. Donc, merci à tous. Merci à toi, Thomas. Merci à vous pour votre participation et merci, j'insiste, à ceux qui préparent. Et donc là, Honoré, Merci à vous. Nelly, Denis, Martine en sous-marin, Alix qui est venu donner un coup de main. Et voilà, tout ça, c'est l'énergie du cœur, puisque tout est bénévole dans notre asso. Et si vous avez de l'énergie du cœur et que vous vous retrouvez dans la mission de l'association, bah, sollicitez aussi Martine, voilà, l'association, vous faites un mail à Hello en disant, bah voilà, j'ai du temps, j'ai l'énergie, j'ai du cœur. Et j'aimerais bien faire des choses dans le cadre de l'asso, donc ça c'est possible aussi. Merci à tous, très belle soirée. Eh ben, merci, bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci, belle soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et bravo pour ce temps. Bravo.